Bonjour à tous. Donc, nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, et je dis bien j'ai l'honneur de recevoir Paul Landon. Donc, il va se présenter de lui-même. C'est une personne un peu pareille que le podcast précédent, que je ne connais pas depuis longtemps, mais en tout cas, on s'est vite retrouvés parce que dans nos disciplines, ça ramène vite à la santé et mettre la personne au centre des choses et pas mettre une méthode au centre des choses. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Donc Paul, merci vraiment d'être là. Je vais faire énormément de partage parce que ce podcast, je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressants, mais celui-ci est pour moi d'autant plus intéressant parce que c'est un sujet qui est très peu traité. Moi, le premier, je ne connaissais pas forcément ça et notamment dans le monde qui est le monde un peu du sport, on nommait un peu ça par rapport à tout ce qui peut être à la fois santé et même après pour des personnes qui voudraient de la performance. Donc, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Ah, je te remercie, merci beaucoup. D'abord, merci pour cette invitation, ça me touche. Tu mets la barre haut, là, je vais devoir être performant. Hein. Non, il n'y a pas besoin. En tout cas, ça me fait très plaisir. Alors, moi, qui je suis, tout simplement, je suis un ancien mauvais élève. Ça, je pense que c'est important de dire ça en premier. C'est-à-dire que dès que je suis rentré à l'école, j'ai été malheureux. C'est-à-dire le premier jour, je me rappelle très bien, le premier jour du CP, déjà, ça n'allait plus. Il fallait être assis toute la journée, écouter quelqu'un. Je ne pouvais pas m'exprimer, poser des questions, partager ce que je connaissais, etc. Le système scolaire ne m'a pas convenu. Et je veux vraiment dire déjà ça d'emblée que ce n'est pas une question d'intelligence ou de problème d'apprentissage, c'est un problème que ce système scolaire n'a pas du tout convenu. Je pense que le système scolaire actuel, il correspond à un certain nombre de caractères, je n'ai pas dit intelligence, certaines formes de caractères, mais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne correspond pas. Et moi, ça ne me correspondait pas. Donc j'étais malheureux. J'étais ces gamins qui sont là devant l'école. Maman, maman, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Et tous les jours, je ne veux pas y aller, j'ai mal au ventre, je ne peux pas, et tout, et tout. Donc ça a été pour moi un calvaire, l'école. Mes parents ont essayé plein de méthodes, plein de pédagogies, plein de trucs parallèles. On m'a changé d'école plein de fois et tout. Mais moi, ce que j'aimais, c'est courir, sauter, grimper. En plus, j'étais malheureux parce que je vivais à Paris à l'époque. Et donc tout ce qui m'intéressait, c'était les vacances à la mer, les vacances à la montagne, chez les grands-mères, à la campagne. Passer. Tu vois, c'est aussi un autre monde. Quand j'étais petit, je pouvais partir à 8, 9, 10 ans le matin, aller dans les bois tout seul et revenir le soir, prendre mon pique-nique et personne s'inquiétait que j'étais parti avec mon vélo, avec 2-3 trucs pendant plusieurs heures. De nos jours, tu ne peux pas imaginer un gamin de 8-10 ans qui part plus. Bref, tu ne peux pas imaginer ça. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé le système scolaire. En revanche, j'aimais beaucoup apprendre. Et j'ai tout de suite appris, dès 6 ans, j'ai su lire et j'apprenais par des bouquins. Je me passionnais de tonnes de trucs. Que ce soit de l'histoire, que ce soit de la littérature, donc du truc qu'on apprend à l'école, mais que ce soit l'astronomie, plein de choses. Et pour une raison un petit peu spéciale, c'est que je suis l'aîné de 5 enfants et ma mère, dans les années 80, tout début des années 80, s'est intéressée à toutes les médecines parallèles. Donc quand j'étais gamin, on était soigné en homéopathie, en naturopathie, on était suivi en ostéopathie. Ma mère s'intéressait à tout ça, elle a tout fait les trucs à la mode à l'époque, toutes les méthodes de gym, de stretching, toutes les méthodes d'alimentation. On mangeait pousse-mine dans les années 80, donc on mangeait déjà pas comme les autres, j'ai jamais mangé comme les autres. Et puis, ça m'a passionné. Et puis, gamin, dès l'âge de 15, 16, plutôt 16 ans, j'ai commencé à lire des livres de psychologie, des livres de santé, de bien-être, de naturopathie. Et puis, j'en parlais autour de moi, mes potes. Et puis, je me rappelle, à 18 ans, je faisais déjà des séances de relaxation, d'hypnose. Je faisais des trucs corporels. À 19 ans, j'étais obligé de suivre mon service militaire. Et à l'époque, j'enseignais là-bas la PNL, la gestion du stress, l'analyse transactionnelle, à 19 ans, tu vois. Et puis, je suis devenu formateur à 19 ans et j'ai commencé à former. Alors, tu sais, j'ai fait formateur pour animateur pour enfants. Donc, je formais les jeunes du BAFA. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie, au développement humain, etc. Et puis, je me suis dit, tiens, toi, tu n'as pas fait d'études, et puis tu travailles avec les enfants, ça te plaît, parce que je me suis mis à travailler avec les enfants, et puis je me suis intéressé plus au monde du handicap. J'adorais travailler avec les enfants en situation de handicap, et je me dis, je veux faire éducateur spécialisé, je veux travailler avec le monde de handicap. Sauf que j'avais Bac-3, parce que j'ai abandonné les études à la troisième, et il faut Bac+3 pour être éducateur. Donc, je me suis dit, je vais aller à l'université, je vais suivre des cours du soir, et puis, comme toute mon enfance, on m'avait dit, t'es intelligent. Tu sais, sur mes bulletins, il y avait écrit intelligent mais peut mieux faire. S'il se donnait la peine, il devrait réussir et tout. Et donc, je me suis dit,
vais étudier, puis je vais y arriver. Non, non. J'avais 21 ans, je ne comprenais pas l'accord du participe passé avec le verbe avoir, les maths, rien, ça ne rentrait pas dans mon cerveau. Et donc là, j'ai entrepris une sorte de parcours du combattant de méthode alternative. Il ne faut pas de méthode alternative, parce que les méthodes classiques, mes parents les avaient déjà essayées quand j'étais gamin. Orthophonie, psychologie, pédiatre, psychomotricité. Et je ne dis pas que ces méthodes ne sont pas intéressantes, elles sont très intéressantes, mais ça ne me convenait pas, parce qu'à chaque fois que je faisais un bilan en me disant, par exemple, l'orthophoniste disait bah non, il n'a pas de problème d'orthophonie, il est intelligent, c'est pas de notre ressort. Psychologue, même chose. Pédiatre, même chose. Donc, j'ai commencé le parcours plus grand, ostéopathe, et puis toutes les méthodes un peu parallèles qui existaient en France. Là, on était, pour te donner un exemple, juste après mon service militaire en 87, donc en 89. Et puis, bon, il faut savoir, puisque ça intéresse quand même les gens, j'étais assez sportif puisque pendant l'été, j'enseignais la planche à voile et pendant l'hiver, j'enseignais le ski. Voilà, auprès des enfants ou des jeunes. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Et en fait, je voulais le faire pour m'occuper des personnes en situation de handicap plus tard. Donc, j'étais assez actif puisque j'étais toujours soit sur des skis, soit sur une planche à voile, etc. Et puis, en France, il n'y a pas tellement de choses. Alors, je suis allé voir en Suisse, en Belgique, en Allemagne, où là, il y a plus de trucs. Et puis, les États-Unis, le Canada. Et puis, j'ai commencé à découvrir plein de méthodes de la performance, du mieux-être, de l'apprentissage, de la gestion du stress. Et j'ai dit, waouh, c'est génial, il faut faire connaître ça en France. Et en 96, donc je devais avoir 24-25 ans, j'ai créé en 96, qui existe toujours, le Centre de formation, le plaisir d'apprendre, le CFPA, que je dirige depuis 96, un centre de formation dans lequel j'anime des formations au résultat de tout ce que j'ai appris. Et puis j'invite des invités du monde entier. Alors j'ai fait venir des gens des États-Unis, j'ai fait venir des gens d'Australie, de Russie, de Pologne, des gens de plein d'endroits, évidemment. J'ai animé des cours et des formations, j'ai travaillé avec des gens de toute l'Europe, je suis allé au Maroc, je suis allé dans tous les pays d'Europe à peu près, etc., pour animer ou pour travailler avec des gens. Donc voilà qui je suis. Je suis un ancien mauvais élève qui a toute sa vie cherché des moyens pour améliorer la santé, pour améliorer les performances cognitives, intellectuelles, apprentissage, mais aussi tout ce qui touche à la gestion du stress, le mieux-être, la santé, etc. C'est ma passion depuis que franchement, depuis que j'ai 16 ans, je suis à fond là-dedans. Super. Ben, merci. Donc, simplement, par rapport aux gens qui suivent un peu les podcasts, qui me connaissent un peu, je leur parle beaucoup de mouvement, c'est la vie, et ça te parle parce que tu le dis tout le temps. Maintenant, et c'est ma deuxième question, toi, en gros, quel est ton travail actuel? Parce que les gens ne sont pas censés tous savoir que tu travailles, par exemple, sur les réflexes archaïques. Donc, en gros, si je te dis, comment tu interviens sur la santé des gens actuellement? Ok. Alors, alors ça, c'est une super question. Comment on travaille sur la santé? Parce que déjà, ce que je veux définir, c'est santé et maladie, c'est deux choses différentes. J'ai fait une petite conférence il y a quelques temps sur changer de paradigme. Beaucoup de gens confondent la santé et la maladie. Beaucoup de gens croient que les médecins, par exemple, travaillent sur la santé. C'est faux, et ce n'est pas une critique de ma part des médecins. Ils travaillent sur la maladie. Leur but, c'est d'identifier une pathologie, de soigner cette maladie pour nous ramener souvent à quelque chose qu'on pourrait appeler un point zéro, c'est-à-dire une absence de symptômes. Et je trouve que, bon, c'est déjà bien, c'est sûr que moi, quand j'ai mal quelque part ou que j'ai un symptôme, je suis très intéressé à ne plus l'avoir. Et je pense que c'est tout à fait logique. Quand on souffre, on ne veut plus souffrir. Mais est-ce que ça nous définit en santé? Est-ce que ça nous définit épanoui et heureux? Non, ça ne suffit pas. L'absence de symptômes, c'est un état neutre. Voilà, je suis derrière ma télé, vautré dans mon canapé en train de bouffer des chips. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un heureux? Non. Est-ce que je suis malade? Non. Mais je ne m'exprime pas réellement en tant qu'être humain. Comme tu dis, le mouvement, c'est la vie. Si je ne peux pas exprimer la vie par le mouvement, par l'art, par le fait de pouvoir bouger, ça ne vaut pas la peine et je sens qu'il manque quelque chose dans ma vie. Donc, mon intérêt, pour répondre à tes questions, c'est pas de travailler sur la maladie, mais sur la santé. Spécifiquement, moi, mes recherches m'ont amené à travailler sur ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Pourquoi les réflexes archaïques? Et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire revenir à notre fonctionnement archaïque, comment fonctionne un bébé. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment fonctionne un bébé? Quel mécanisme il met en place au niveau corporel, au niveau cognitif, au niveau émotionnel, au niveau de son développement? Et est-ce que je peux m'inspirer du développement du bébé pour plus tard? Quand je dis plus tard, c'est l'enfant, l'ado, l'adulte, la personne âgée, la personne en situation de handicap, etc., pour plus tard aller en quelque sorte rajeunir, réutiliser ces mécanismes. Pourquoi c'est important? Parce que ce qu'exprime le bébé,
ce sont les mécanismes biologiques archaïques qu'on a depuis des centaines de milliers d'années, qui sont les mécanismes qui nous font, nous, des êtres humains. Donc, en étudiant ces mécanismes, et en particulier tout ce qui est réflexe, qui est réflexe, ça veut dire quoi? Réflexe, tout le monde sait ce que c'est quelque chose qu'on fait de manière automatique. Il y a un stimulus et j'y réagis de manière automatique. Or, nos vies sont conditionnées par les réflexes. Nous, les humains, on pense beaucoup que, puisqu'on pense, tout ce qu'on fait, c'est quelque chose de conscient, de réfléchi, de logique, etc. Bah oui, C'est moins vrai. Je dirais que 99% de tout ce qu'on fait est automatisé, et heureusement. Mais notre corps cherche notre système nerveux cherche à automatiser les choses pour libérer notre cerveau, pour penser, réfléchir, entrer en relation, etc. Mais presque tout ce que je fais est automatisé. Mais cet automatisme, la plupart du temps, on n'a pas l'impression qu'il y a un véritable choix puisque c'est automatique. L'exemple qu'on peut donner, qui est tout bête, c'est quand je tombe, je mets les mains. Ah bon, bah ça c'est un automatisme, c'est un réflexe. Dès que je perds l'équilibre, je mets les mains. Est-ce que je peux changer cet automatisme? Ah ah, comment faire pour changer cet automatisme? Est-ce que je peux faire en sorte de vouloir faire ça? Mais en revanche, ce que je peux faire, c'est en pratiquant les arts martiaux, en apprenant à chuter, je peux apprendre quand je tombe d'avoir une chute qui est adaptée à la situation, par l'entraînement. Donc je peux modifier un réflexe. Donc ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui nous conditionne, et qui va nous créer des difficultés au niveau cognitif, au niveau émotionnel ou au niveau postural, tu vois. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est la santé et c'est comment, quels sont les différents facteurs qui travaillent au niveau de la santé. C'est ça qui m'intéresse. Donc, et là, c'est énorme, quoi. Ouais, ouais. Donc, après, pour que les gens puissent se rendre compte, j'aime vraiment l'exemple que tu peux citer, par exemple, au réflexe de préhension que va avoir le bébé et qui, par exemple, parce que ce réflexe n'a pas été estompé, parce qu'il y a eu des manques à un moment, ben, peut, par exemple, avoir des troubles au niveau scolaire ou des choses comme ça. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un peu? Je ne te capte plus. Là, c'est coupé, je ne t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Il y a un problème de connexion. Ah mince. Tu m'entends? Pourtant, moi, ça marche bien. Oui. Oui. Ah, désolé, ça a l'air de remarcher. Voilà. Ouais. C'est bon, ça remarche? Tu me vois? Je te vois bien, moi, Paul. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas si tu m'entends ou si tu me vois. Si, je t'entends. Moi, je ne te vois pas et je t'entends. D'accord. Attends, tu sais, j'arrête momentanément. Oui, j'ai coupé ma vidéo pour voir si ça passe quand même. Moi, je t'entends là. Je t'entends bien. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, là, je te vois et je t'entends. Tu me vois et tu m'entends? Ouais. Tu me vois pas? Alors, je me suis reconnecté. Ouais, moi aussi, j'ai fait pareil. Ok, on a bien fait. Alors, attends un petit instant que… Il n'y a pas de souci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait un truc pareil. Ouais. Voilà. Là, ça m'a l'air bien. Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, super. Parfait. Okay. C'est pas grave. Je ferai un découpage.
Moi, là où on en était, du coup. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu peux prendre cet exemple, par exemple, d'un réflexe pour un enfant qui n'arriverait pas à, on va dire, désintégrer, ou tu trouveras peut-être le mot qui est plus, toi, adapté, par exemple, le réflexe de préhension, et qui, derrière, ben, peut amener des troubles à la fois à l'école, et à la fois, par exemple, dans un sport, comme par exemple, je vais prendre mon sport, le CrossFit, où quand on est suspendu à une barre, comme il y a eu, en gros, il n'y a pas eu l'intégration, ben, dans ce cas-là, on continue à serrer très fort, donc on peut pas, on perd déjà de l'énergie et on ne peut pas se concentrer sur autre chose. Est-ce que tu peux expliquer ça de manière assez succincte, comme ça les gens ben, se rendront compte que c'est pas juste ben, l'enfant a un problème, mais moi maintenant, je suis qui je suis et finalement, je roule bien, alors que non, on peut très bien avoir une optimisation de qui l'on est. Alors, très bien, merci beaucoup. Alors, très bonne question. On va prendre un exemple concret, effectivement, et toi, tu évoques le réflexe d'agrippement, Ouais. qu'on appelle aussi réflexe de préhension, ou grasping en anglais. Il faut savoir que quand le bébé vient au monde, il a plusieurs dizaines de réflexes qui sont présents. Les réflexes, ce sont donc ces réactions automatiques qu'on a, qui vont nous servir à nous déplacer, à nous protéger, qui nous servent à nous nourrir. Il y a plein de réactions réflexes au niveau postural, faire face à la gravité, être capable de téter le sein de sa mère. Il y a plein de choses. Et évidemment, chez l'être humain, il y a beaucoup de choses au niveau de la main. Au niveau de la main, il y a, j'ai évoqué tout à l'heure le réflexe de parachute, je tombe, je mets les mains devant moi, ben, c'est un réflexe qui a lieu avec la main. Quand on était petit, des fois, dans la paume de la main, on avait des petits graviers, c'est parce qu'on faisait du vélo, on tombait, et voilà. Et c'est là où viennent se mettre les graviers dans le réflexe de parachute. Le réflexe de parachute, il ouvre la main. Mais évidemment, pour toute action dans le corps, il y a une action inverse, un antagoniste. Eh bien, l'antagoniste de l'ouverture de la main, c'est la fermeture de la main, le réflexe d'agrippement. Tout le monde sait que le bébé, quand on met quelque chose dans sa main, il agrippe. Il agrippe tellement le bébé qu'on peut le soulever. Donc attention pour les crossfitters, ne vous croyez pas pour des grosses bêtes. Le bébé, à la naissance, vous mettez quelque chose dans sa main, vous pouvez le soulever. Il ne fait pas des tractions, mais il tient et il tient très bien, sans aucune volonté. Il n'a pas décidé d'attraper. Même quand il dort, ça m'est déjà arrivé qu'on va amener pendant des stages ou des séances individuelles des bébés pour tester un peu, pour voir leurs réflexes. Et très souvent, un petit bébé qui vient de naître ou de quelques semaines, il dort beaucoup. Donc la plupart du temps, quand on l'amène, il dort, il est en train de dormir. Ça ne m'empêche pas de faire mes tests réflexes, puisque les réflexes n'ont rien à voir avec la volonté. On va regarder ce qui se passe dans ses pieds, dans ses jambes, dans son dos, dans son cou. Il y a plein de réflexes. Et le réflexe de la main, eh bien, dès qu'on touche la base des doigts, le bébé agrippe. Donc ça, c'est normal. Le bébé, à la naissance, il agrippe. Cet agrippement, il doit être connecté au bras, à l'épaule, au centre du corps. Tout est interconnecté. Le bébé a cette capacité à être suspendu. Donc ça, c'est très intéressant. Mais, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques semaines, le bébé va devoir attraper des objets et lâcher des objets. Il va devoir attraper une cuillère pour manger. Il va devoir attraper plus tard un stylo pour écrire. Et encore plus tard, une barre pour faire du crossfit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là où ça devient intéressant. Normalement, mon développement moteur, mon développement psychologique, mon développement émotionnel suit un certain nombre de paliers et nous, on va appeler ce mécanisme un fonctionnement d'intégration. Je vais intégrer mon fonctionnement cognitif, émotionnel, postural et mon fonctionnement réflexe. Intégrer, ça veut dire que j'ai utilisé le programme qui était prévu et puis ensuite tout fonctionne bien. Il n'y a pas de conflit entre les réflexes et plus tard la motricité volontaire. Parce que j'ai une bonne base de réflexe, parce que j'ai une bonne base de motricité réflexe, je peux correctement faire un geste. Par exemple, en CrossFit, tu dis, bon, bah, je veux soulever une charge, donc les gens ils vont penser, ah ok, je vais faire des squats, travailler mes quadriceps et tout et tout. Mais évidemment, ça c'est ce que je vais faire d'un point de vue volontaire, mais en même temps, d'un point de vue réflexe, il faut que j'active mon gainage, il faut que j'active une tenue de la tête, il faut que j'active tout un tas d'autres mécanismes dans le corps, au niveau des pieds, au niveau de l'équilibre, au niveau de la proprioception. S'il y a un des maillons de la chaîne qui n'est pas branché d'un point de vue réflexe, il y a tout qui s'écroule. Et ça, c'est très intéressant. C'est pourquoi, en particulier en CrossFit, vous cherchez toujours le maillon faible et vous avez ce travail très complémentaire entre différents outils de conditionnement corporel pour pouvoir éviter les maillons faibles, justement. Mais voilà, maintenant le bébé se développe. Pour des tas de raisons, son développement ne se fait pas de manière optimale. Et il va se retrouver plus tard avec un réflexe d'agrippement qui pourrait être trop fort ou pas assez fort. On pourrait dire hyper ou hypoactif. Donc, hyperactif, ça veut dire quoi? Le bébé agrippe beaucoup, agrippe nerveusement,
agrippe tout le temps, il ne veut pas lâcher. Donc, il commence à générer des tensions, à toujours vouloir agripper des trucs, et il ne veut pas lâcher, donner. Du coup, ça va gêner des difficultés de coordination pour jeter une balle, par exemple, pour manipuler, etc. Ou au contraire, ce réflexe peut être hypoactif. Hypoactif, ça veut dire que je n'ai pas assez de force réflexe. Donc, je vais devoir combiner, je vais devoir mettre plusieurs doigts, je vais devoir faire un effort, je vais devoir bloquer mon épaule pour réussir à mobiliser ma main. Donc, je vais devoir compenser. Dans les deux cas, que le réflexe soit hyperactif ou que le réflexe soit hypoactif, je vais me retrouver avec un déséquilibre de fonctionnement. Et du coup, je vais devoir utiliser plus mon néocortex pour faire un acte qui devrait normalement être sous-tendu par de la motricité réflexe. Maintenant, on avance de quelques années et tu te retrouves dans ta salle de sport. Dans ta salle de sport, ta barre, tu dois la tenir ni trop mollement, ni trop durement. Si tu fais mollement, eh bien, évidemment, tu risques de perdre la barre, ce qui pourrait créer un danger, et ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut avoir une motricité réflexe au niveau de la main qui soit bonne. Pourquoi je dis une motricité réflexe? Parce qu'avec ton cerveau, tu ne peux pas penser à équilibrer mon corps, plus mes quadriceps, plus l'effort, plus mon but que j'ai, plus mille choses, plus ta motricité de la main. Tu ne peux pas consciemment tout maîtriser. Il faut qu'un maximum de choses soient prises, fonctionnent de manière réflexe pour libérer ton esprit. En général, quand tu fais du sport intense comme en CrossFit, ton esprit il est là pour te motiver, compter les répétitions, savoir ce que tu fais, t'assurer de ta sécurité, etc., etc. Mais ton geste, il va se faire correctement parce que tu as développé la bonne motricité réflexe. Alors, je disais, il ne faut pas tenir ta barre trop légèrement avec une hypoactivité, sinon tu risques de la lâcher et créer un accident, mais non plus, il ne faut pas avoir une hyperactivité à la surserrer, à la serrer de manière trop forte parce que tu vas te fatiguer et tu vas créer des mouvements parasites, des compensations dans ton corps et finalement tu vas faire un mauvais mouvement. Donc, tu vois, ça c'est intéressant. La personne dit, tiens, je vais travailler mes quadriceps, je vais soulever un petit peu, et puis pour y arriver, on ne pense pas qu'il faut des réflexes au niveau de la main, des réflexes au niveau des bras, des réflexes au niveau du dos. Il y a beaucoup de réflexes au niveau de la tenue de la tête, au niveau du pied, pour mobiliser finalement un muscle qu'on a en tête. Et c'est ça qui est intéressant, de voir que quand un athlète travaille, il utilise en fait une combinaison de réflexes pour, avec sa volonté, finalement mobiliser qu'une seule chose. Mais comme on ne connaît pas comment fonctionnent les réflexes, parfois, on n'arrive pas à obtenir le résultat escompté. On dit, purée, mais je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Oui, mais on s'entraîne sur des choses où on met notre attention consciente en action, mais on ne sait pas qu'il y a une multitude de maillons réflexes qui ne sont pas forcément dans un état optimal de fonctionnement. Et c'est là où c'est très intéressant. Et encore une fois, j'espère que beaucoup de personnes vont écouter ces podcasts parce que, en fait, c'est souvent ce qui se passe et on a pu en parler quand on a pu échanger en début de semaine. Mais moi, je suis issu d'un coaching sportif. Donc, à la base, on nous éduque en tant que coach vers des choses conscientes. Donc, et moi, je me suis toujours poser la question et c'est pour ça que maintenant je vais un peu plus vers ce côté un peu neuro et ce côté réflexe archaïque et réflexe de vie. Je suis persuadé que tu en parleras un peu plus tard, mais parce qu'en fait je me disais mais c'est pas possible, ça ne peut pas être juste je travaille 100 heures sur un mouvement, je vais y arriver parce qu'il y en a qui ont besoin de 10 heures, il y en a d'autres qui ont besoin de 100 heures, il y en a qui au bout de 100 heures n'y arriveront toujours pas. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose de plus profond. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce qui est, on va dire, à la base? Est-ce qu'à la base, c'est la conscience? Est-ce qu'à la base, c'est les muscles? Ou est-ce qu'à la base, c'est ce qui est non conscient? Et c'est en gros, ce qui nous trahit, quoi. Et ce qui nous trahit, c'est notre corps, c'est notre mouvement, c'est notre motricité. Et là où moi, je suis assez maintenant persuadé de ça, c'est que premièrement, il n'y a rien de magique, parce que souvent les gens pensent que c'est magique. Moi, je fais le test de la balle en termes tactiles et les gens, ils arrivent à gagner de l'amplitude sur une chaîne postérieure et ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle a ta balle? Et en fait, ils ne comprennent pas que ce n'est pas ça. Et là où moi, ça me montre que c'est réellement le cas, c'est que les sportifs de haut niveau, quand on va faire tester des sportifs de niveau sur de la motricité fine qui n'a rien à voir avec leur domaine ou vers des choses qui vont pouvoir venir stimuler par exemple le cervelet ou des choses importantes pour la motricité, c'est dans ces exercices-là qui sont déjà les meilleurs. Oui. Alors,
tu poses une question très intéressante. Hein. Tu soulèves des points qui sont majeurs parce que c'est ton métier justement de coacher les gens. Et moi, j'ai travaillé avec des sportifs de différents niveaux et aussi avec d'autres publics qui sont les danseurs. Donc, les danseurs, ils cherchent à faire des gestes extrêmement précis et aussi avec des musiciens. Donc, par exemple, des violonistes professionnels, des pianistes professionnels ou tout comme dans ton domaine, il y a et peut-être même encore plus, des heures et des heures et des heures d'entraînement par jour. Des heures, moi j'ai travaillé avec des gens qui s'entraînent 5 heures, 6 heures par jour. Et c'est surprenant parce qu'ils viennent me voir dans mon cabinet et ils disent, voilà, je m'entraîne des heures, des heures. Je me rappelle de musiciens qui me disent, je m'entraîne des heures à jouer ce morceau. Et là, ça coince toujours. J'arrive là, ça coince. Ou je vois des danseurs qui me disent, je m'entraîne depuis des jours et des jours à faire ce mouvement et j'y arrive pas. Ou des gens qui cherchent à se remettre en forme et qui disent, voilà, on m'a dit que ce serait bien que j'aille faire du step, et puis je vais au step, et puis tout s'est mélangé dans ma tête, j'y arrive pas et tout, je vais abandonner, c'est trop compliqué le step. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que chez beaucoup de gens, ça va générer un abandon. D'où ça vient ce phénomène-là? Ça vient qu'en fait, c'est pas lié à la volonté et c'est pas lié à la répétition. C'est lié à des réflexes archaïques qui ne sont pas inhibés correctement et qui m'empêchent de réaliser l'action que je dois réaliser. Alors qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Mais je passe ma batterie de test de réflexes, je vérifie que mes réflexes archaïques soient bien inhibés, parce que c'est la définition d'un réflexe archaïque, je ne l'ai peut-être pas bien précisé, c'est un réflexe qui est présent à la naissance, qui va s'exercer pendant quelques semaines ou quelques mois, et puis qui va disparaître à l'observation. Quand on refait le test quelques semaines après, le réflexe a disparu. Et tu as évoqué les réflexes de vie, qu'on appelle aussi les réflexes posturaux. Les réflexes de vie, c'est des réflexes qui ne sont pas présents à la naissance, qui apparaissent au bout de quelques semaines ou quelques mois et qu'on doit garder tout au long de notre vie. En général, ce sont des réflexes liés à la posture, à l'équilibre, à la gravité, aux réactions de stress. Et ça, il est impératif de les avoir tout au long de notre vie et de surtout pas les perdre. Quand des réflexes archaïques sont présents alors qu'ils ne devraient pas, ils créent un parasitage, un mauvais fonctionnement dans le corps, alors que quand des réflexes posturaux ne sont pas là, eh bien, ça nous manque de structure dans le corps et on n'arrive pas à faire les choses qu'on devrait faire et du coup, on va recruter dans la motricité volontaire. Mais si ma posture, je la contrôle avec la motricité volontaire, je ne peux pas être libre pour apprendre un nouveau geste. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Je regarde, comme toute personne qui est de la moire, hein, de toute façon, est-ce que ces réflexes archaïques ont bien émergé, ont bien été inhibés? 2, est-ce que ces réflexes de vie, réflexes posturaux, ont bien émergé et sont toujours présents? Et j'ai eu la surprise de voir énormément de sportifs de haut niveau, de danseurs ou de musiciens sortir de mon cabinet et arriver à faire le geste pour lequel ils s'entraînaient depuis des heures, des semaines et qui n'arrivaient pas à le faire parce que, je vais te donner un exemple. Réflexe tonique asymétrique du cou, c'est très connu. Le réflexe tonique asymétrique du cou, on parle aussi de réflexe de l'escrimeur. Bon, c'est vrai que dans mes conférences et tout, j'évoque toujours une dizaine de réflexes qui sont assez connus. Moi, je travaille couramment avec 30, 40 réflexes, mais les plus connus permettent aux différentes personnes qui ont entendu parler de faire du lien. Quand le bébé se met quand il va tourner la tête quelque part, un petit bébé moins de 6 mois, quand il tourne la tête d'un côté, il va étendre le bras de ce côté-là et un peu la jambe. S'il tourne sa tête de l'autre côté, il fait l'inverse. Donc tu vois, ça ressemble vaguement à une position de l'escrimeur. Ouais. C'est fléchi d'un côté et tendu de l'autre, du côté où on regarde. Donc ça, c'est un geste naturel pour le petit bébé. Normalement, à 6 mois, cette prédominance disparaît. C'est-à-dire qu'à 6 mois, le bébé peut tourner sa tête où il veut, ça ne conditionne pas le mouvement des membres supérieurs ou inférieurs. Qu'est-ce que je vois dans mon cabinet? Par exemple, chez les enfants en difficulté scolaire, qui ont du mal à écrire, à rester sur la ligne, à se concentrer, etc., eh bien, ce réflexe est toujours présent. C'est-à-dire ils ont toujours un petit bébé en eux qui conditionne leur geste. C'est-à-dire quand ils tournent leur tête d'un côté, le bras peut s'étendre de ce côté-là. Alors comment je le sais? Je leur demande de mettre leurs bras et je leur donne l'instruction. C'est ça qui est fascinant. Ne bouge pas tes bras. Tu les gardes devant toi. Je vais juste tourner ta tête et toi, tu ne bouges pas tes bras. Et le gamin, il a 10 ans et je lui tourne sa tête et pourtant ses bras se déplacent aussi. C'est-à-dire que sa motricité volontaire n'a pas de pouvoir sur la motricité réflexe qui est plus forte. Maintenant, prenons mon danseur ou mon sportif. Alors, si tu lui demandes de s'entraîner et qu'il a toujours ce réflexe présent, et tu lui demandes de faire ce type de geste, voilà, comme ça, et c'est un peu logique, c'est souvent quelque chose qu'on fait, du côté où je regarde, j'étends le bras. En général, tout le monde y arrive. Mais si tout d'un coup, le geste du danseur, c'est de devoir faire ça, l'inverse, s'il n'a pas pu inhiber son réflexe asymétrique du coup, il ne va pas y arriver. Il va dire, attends, j'y arrive pas. Attends, je tourne la tête par là et le bras, j'y arrive pas. Et il s'entraîne et il n'y arrive pas parce que ce n'est pas une histoire de motricité volontaire, c'est une histoire de motricité réflexe. Ouais. Tu vois? Et ça, je vais le retrouver chez des musiciens.
parce que aussi, les réflexes vont ressurgir en état de stress. Donc, beaucoup de gens, dans l'entraînement de la musique, mais aussi dans l'entraînement sportif, vont faire de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, dans certains cas, sursolliciter certains mécanismes corporels. Du coup, le corps dit « Wow, j'ai un peu du mal, tu me sursollicites, attends, je vais utiliser la motricité réflexe. » Et je vais voir des musiciens professionnels avec des tensions dans le réflexe d'agrippement parce qu'à force de s'entraîner, mais je l'ai vu aussi chez des ouvriers ou des sportifs, à force de s'entraîner, ils créent des tensions qui vont faire ressurgir les réflexes. Et du coup, après, quand il faut faire un autre geste qui nécessite de la motricité plus précise, eh bien, le réflexe a repris les commandes et j'y arrive pas. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je dis, pourtant, je m'entraîne, je devrais y arriver. Ah oui, ouais. Mais ce n'est pas une question d'entraînement. Tu as tout à fait raison, c'est une histoire neurologique de fonctionnement global du corps et de la manière dont le corps fait pour gérer notre mouvement dans sa globalité. Et quand on veut bien à la base, notre système nerveux, notre corps veut notre bien. Il cherche à nous protéger. Il ne faut pas voir ça comme un ennemi. À la base, il y a des mécanismes qui sont là pour nous protéger. Est-ce que je les utilise à bon escient ou pas? Ça, c'est la question. Ouais. Et donc là, je vais utiliser un de tes termes parce que, comme je l'explique, j'ai regardé beaucoup de podcasts de toi parce que c'est très passionnant et enrichissant. Pour résumer aux gens, en fait, c'est que nous, et je me mets dedans, hein, et c'est pour ça que je veux aussi pouvoir changer ça. Actuellement, quand on s'entraîne en CrossFit, quand j'entraîne aux gens, et on fera un petit parallèle là-dessus, tu nous en parleras, moi, j'interviens sur ce qu'on appelle des réflexes conditionnés. Ça veut dire que j'apprends aux gens à faire quelque chose, par exemple de la synchronisation avec la corde à sauter. Mais le problème, c'est que si les réflexes non conditionnés, qui sont donc les réflexes archaïques et les réflexes de vie, ne sont pas intégrés, on pourra très bien de passer autant qu'on veut sur l'apprentissage, donc le réflexe conditionné, ça ne fonctionnera pas. Et moi, je n'utilisais pas ce terme avant de te connaître, mais on appelait ça des prédictions. Ça veut dire que ces réflexes conditionnés, en fait, c'est des prédictions qu'on amène vers ça. Mais en fait, il y a des choses, on va dire, essentielles. Et c'est pour ça que les gens peuvent se croire en échec ou se dire « je ne suis pas capable ». Mais ce n'est pas qu'on n'est pas capable, c'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est jamais intervenu parce qu'on ne nous apprend pas à intervenir sur ce qui est non conscient. Absolument, exactement. Mais tu as tout dit, hein, mais tu as tout à fait raison. Et pourquoi on ne veut pas travailler sur le non-conscient? Parce que ça nous dérange d'une certaine manière. Parce que tu vois, je vais pouvoir dire, je suis en maîtrise totale de mon corps, de mon esprit et de mon être. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La plupart de mes mécanismes sont automatiques. Et Dieu soit loué, parce que quand on dort, qu'est-ce que je fais de conscient? Pas grand-chose, hein, n'est-ce pas? Quand je dors, malgré tout, ça continue à fonctionner. Mais moi je donne toujours un exemple absolument génial qui surprend toujours, c'est le conditionnement pour conduire une voiture. Bon, tu as vu ma conférence, je dis toujours ça. Purée, quand on y pense, conduire une voiture, il faut coordonner les pieds, il faut coordonner les mains, il faut coordonner le système visuel, auditif, faire gaffe aux différents trucs. Et à un moment donné, on est capable de conduire notre bagnole sans y penser du tout. On discute avec quelqu'un, on écoute la radio, etc., etc. Mais je trouve ça génial. Ça nous est tous arrivé de dire, purée, je suis rentré, je n'ai même pas conduit la voiture. Mais ça s'est fait de manière réflexe, pendant que je pensais à autre chose. Donc mon esprit peut penser à quelque chose, mais néanmoins, tout le reste continue à fonctionner. Je peux faire des choses extrêmement précises. De manière et là, moi, juste, je suis désolé, je t'interromps, j'ai une petite question par rapport à ça, parce que je te l'avais un peu expliqué. Donc, nous, on travaille avec une hypnothérapeute qui, est-ce que toi, tu peux amener un lien, parce que tu t'en as parlé aussi de l'hypnose, entre cet état hypnotique, cet état de transe et ce que tu viens d'amener? Parce que c'est vrai que moi, j'en ai déjà parlé avec notre hypnothérapeute et elle dit, ok, tu as déjà fait un voyage où tu ne te rappelles pas que tu as fait ce rond-point, que tu es passé ici. Est-ce que toi, il y a un lien entre ce que tu nommes là et cet état hypnotique ou de transe? Ah, bonne question. Alors, tout d'abord, je peux pas vraiment répondre parce que je ne connais pas assez l'hypnose. Cela étant dit, je me fais soigner par hypnose. Ou plutôt, tu vois, par exemple, quand je suis en stress dans ma vie personnelle ou quand je sens que j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, je vais voir une hypnothérapeute et ça me fait beaucoup de bien. La seule chose que je peux dire, et une des choses qui m'a passionné en hypnothérapie, c'est quand ils disent en quelque sorte, fais confiance à ton inconscient sait ce qu'il faut faire pour te faire aller bien. C'est l'inverse de ce qu'on avait appris en psychologie. En psychologie classique, on nous avait dit attention, ton méchant inconscient te fait faire des bêtises parce que tu as vécu des trucs, parce que tu as été conditionné de telle ou telle sorte, ton inconscient te fait faire de mauvaises choses.
Alors que l'hypnothérapeute dit en quelque sorte, fais confiance. Et c'est là où on va se retrouver avec les hypnothérapeutes, c'est-à-dire qu'à la base, mon esprit, mes émotions, mon fonctionnement corporel et la sélection de millions d'années d'évolution pour le mieux possible, pour le mieux possible. Donc nous on a vu que notre corps est notre ennemi, les émotions c'est quelque chose qui est désagréable et qu'on ne veut pas exprimer, ressentir, pardon, et même chose au niveau de notre fonctionnement inconscient. Mais non, c'est ça qui devrait nous passionner. Comment on fait les choses de manière automatique. Et tu as tout à fait raison quand tu parles d'entraînement et de conditionnement et d'apprentissage conditionné. Les apprentissages, parce que en fait, un conditionnement, c'est un apprentissage. Donc toi, quand quelqu'un vient te voir et veut faire de la remise en forme, il va apprendre quelque chose. Donc tu vas conditionner une nouvelle habitude, une nouvelle manière de faire et puis des gestes. Et ça, c'est chouette. Mais ça, c'est le sommet de la pyramide déjà. Ce sommet de la pyramide va en dessous, pardon, de ce sommet de la pyramide, on va retrouver tout ce qui est les automatismes posturaux déjà et tous les mécanismes réflexes archaïques et réflexes de vie. Et c'est sur ce fonctionnement réflexe que va pouvoir se mettre en place la motricité volontaire. Donc je ne peux pas dire grand-chose sur l'hypnose, si ce n'est que c'est une approche que j'aime beaucoup et où on va justement faire confiance aux mécanismes naturels, physiologiques, psychologiques du corps et les voir comme positifs et pas les voir comme négatifs. Parce que dans beaucoup d'approches, on dit l'inconscient c'est négatif. Non, l'inconscient c'est tous les mécanismes psychologiques qui cherchent à nous faire fonctionner de manière naturelle et a priori pour ma survie, donc pour mon bien-être. Maintenant, mon fonctionnement automatique n'est peut-être pas très adapté à l'environnement dans lequel je vis. Ça, c'est une autre paire de manches. Il faut regarder dans quel environnement on vit aujourd'hui et voir si nos mécanismes sont faits pour cet environnement-là ou pas. Et ça, c'est une autre histoire. C'est sûr. Est-ce que tu peux m'en dire juste un peu, parce que là, on a pris l'exemple, et tant mieux, hein, parce que les gens qui vont regarder ça, ben, pour la plupart, ça sera des gens qui sont dans mon environnement un peu sportif, mais est-ce que pour toi, il y a un lien entre des réflexes qui sont non intégrés ou des réflexes qui n'ont pas été inhibés et quelque chose qui va se jouer plus au niveau psycho-émotionnel? Par exemple, de la colère, de la susceptibilité. Voilà, j'aimerais que tu nous en parles brièvement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, effectivement, tout à l'heure, je ne suis pas allé jusqu'au bout des choses, alors qu'il m'avait posé la question sur l'intégration des réflexes comme le réflexe d'agrippement. Il n'y a pas de souci. Je viens de me relancer là-dessus parce que c'est important. Quand on se développe petit et qu'on apprend quelque chose au niveau corporel, par exemple, on a parlé de l'agrippement, la capacité à attraper et à lâcher. On pourrait se dire, bon, ben voilà, j'apprends à attraper un objet et j'apprends à relâcher l'objet et j'apprends à rattraper un autre objet et ça va être super parce que plus tard, je suis un chasseur-cueilleur, je pourrais chasser, je pourrais cueillir et donc j'apprends à chasser et à cueillir. Bon, de nos jours, en général, la chasse et la cueillette, c'est avec ça qu'on le fait. C'est l'outil de… Malheureusement, voilà, on peut chasser des trucs sur des magasins, bref. C'est vrai. Un autre débat. Mais on pourrait se dire, bon, ben voilà, on voit ça, on dit, bah ça c'est la motricité. Donc on met ça dans une case, c'est de la motricité, c'est un truc corporel. Et puis, j'explore aussi des choses émotionnellement dans ma vie, en interaction avec mon papa et ma maman, et ça c'est des choses émotionnelles. Ça, il y a une grave erreur dans notre esprit, une dichotomie. Quand le bébé apprend à attraper et à lâcher, il apprend à interagir avec le monde. Il apprend à dire « je veux ça, je le prends. Je n'en veux plus, je le donne ». Il développe un degré de liberté au niveau corporel et en même temps un degré de liberté au niveau émotionnel. Prendre ce qui m'intéresse, relâcher ce qui ne m'intéresse pas, interagir avec le monde et puis au-delà de ça, ouvrir les mains pour me protéger, prendre pour aimer, prendre dans mes bras, etc. Donc, pour moi, le geste, ce n'est pas un truc corporel. En vrai, le geste n'est pas un truc corporel. Le geste est pour répondre à un besoin émotionnel. Donc, plus je développe, et pour chaque réflexe, on va avoir, tu as tout à fait raison, des capacités cognitives associées et des émotions associées. Donc, tu évoquais la colère, etc. Il y a beaucoup de réflexes qui nous servent pour nous protéger. Il y a des réflexes qui nous font réagir face à la colère. C'est très important. Beaucoup de gens voient la colère comme quelque chose de négatif. La colère, en soi, c'est très positif. Si je vois quelqu'un qui veut abuser de mes enfants, qui veut taper mes enfants ou qui veut prendre mes biens, la nourriture que j'ai accumulée pour l'hiver, eh bien, ça va me mettre en colère et je vais être capable d'attaquer.
Si tu me prends moi, Paul Landon, tout frêle que je suis, et que je te vois toi en train de piquer des trucs, si j'ai pas de colère, je vais te laisser faire, dire oh là là, il fait du crossfit et tout, vas-y, prends. En revanche, si la colère vient, et ce qui serait logique, c'est une émotion positive parce que ça va me faire t'attaquer, alors que physiologiquement, on pourrait se dire, ou plutôt intellectuellement, on pourrait se dire, t'es fou Paul, tu ne peux pas l'attaquer. Mais les émotions vont faire que je vais chercher à me défendre. Donc, il y a un lien direct entre mon fonctionnement corporel, mon fonctionnement émotionnel et mon fonctionnement cognitif. En fait, ce sont les deux pièces, ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Chaque apprentissage corporel est un apprentissage émotionnel. Et on peut le voir très clairement dans les réflexes. Il y a des réflexes qui vont générer tel type d'émotion, des réflexes, tel autre type d'émotion, des réflexes qui sont directement liés à la concentration, à l'apprentissage, des réflexes qui sont liés à… Bon, on peut aussi catégoriser les réflexes dans notre axe corporel. Des réflexes entre droite et gauche, des réflexes qui font explorer le corps entre haut et bas, et des réflexes qui font explorer le corps entre avant et arrière. Globalement, droite et gauche, ça va être tout ce qui touche à la latéralité, donc la capacité à utiliser les deux yeux, les deux mains, les deux pieds, les deux oreilles, donc les capacités à utiliser les deux cerveaux, et des choses comme, ça va affecter des choses comme la lecture, l'écriture, la concentration. En revanche, tout ce qui va être le haut et le bas du corps, c'est tout ce qui nous aide, comme des réflexes de neuro par exemple, à nous recentrer, à être centré physiquement et aussi émotionnellement. Donc on va trouver là tous les réflexes qui touchent au niveau émotionnel, donc la colère, la peur, avec des réactions comme la fuite ou la lutte. Et puis, la troisième réaction, c'est avant-arrière, avec les chaînes musculaires postérieures et les chaînes musculaires antérieures. Et là, on va avoir les capacités à reculer ou à avancer, et toutes les réactions instinctives face au danger, avec toutes les capacités à se focaliser sur quelque chose ou à avoir la vue d'ensemble. Et donc là, avec des capacités au niveau cognitif de compréhension et d'attention, et au niveau émotionnel aussi, des capacités à s'investir ou à s'éloigner de quelque chose qui nous fait souffrir. Donc tu vois, ces capacités de concentration, attention, ces capacités de centrage ou ces capacités de latéralité sont à la fois des mécanismes corporels et des mécanismes émotionnels et des mécanismes cognitifs. Parce qu'on ne peut rien séparer. Ah, c'est super. Merci pour ça. Juste une chose, hier, tu vois, je donnais une petite visioconférence sur stress et entraînement sportif. Et moi, j'amenais un point de vue, je pense, qui te sera partagé par rapport à ce que je connais et par rapport à ce que tu me partages, mais j'aimerais que tu en parles pareil, un peu succinctement. Beaucoup de personnes qui vont avoir du stress, déjà, voient le stress comme négatif, alors que le stress, c'est la vie. On ne va pas y venir, mais ont tendance à vouloir, et ça c'est un peu notre société aussi qui amène ça, mais à vouloir gérer tout de suite ce stress émotionnel, parce que c'est ce qu'ils visualisent. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas une erreur? Parce qu'au final, le problème, c'est plus le stress qu'il va avoir au niveau physique et notamment au niveau des réflexes. Ça, effectivement, c'est une bonne question. Et ça c'est une question qui est liée à un débat qui date depuis plus d'un siècle déjà, qui est le débat suivant. D'un point de vue entre la physiologie corporelle et les émotions. La question est la suivante. Est-ce que, quand je suis en colère, est-ce que c'est parce que mon corps s'est mis à battre, mon cœur s'est mis à battre plus fort, ma pression sanguine augmente, le rouge vient au visage, etc., que ça me donne une sensation de colère, c'est-à-dire le corps réagit d'abord, puis ça génère l'émotion, ou est-ce que c'est parce que j'ai l'émotion de colère que mon cœur se met à battre plus vite et que le sang vient au visage, etc. Donc, est-ce que c'est l'émotion qui génère la physiologie ou la physiologie qui génère l'émotion? Et pendant longtemps, on a répondu, c'est l'émotion qui génère la physiologie. Sauf qu'aujourd'hui, avec les scanners et tout, la réponse semble être, ce sont les réactions corporelles qui vont générer une émotion. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que dans l'ancien paradigme, on disait, bon, il faut que je m'occupe de mes émotions, il faut que je gère mes émotions, il faut que je fasse la méditation, il faut que je fasse des trucs au niveau émotionnel. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien. Bien entendu, c'est très intéressant de s'occuper de tout ça, et je le fais moi-même, et j'ai plein d'outils pour gérer le stress, comme la méditation, comme la cohérence cardiaque, et comme plein d'autres choses qui sont très utiles. Mais, si on en croit le fonctionnement actuel, c'est d'abord la physiologie qui fait venir les émotions. Donc, ça va être très intéressant d'avoir des outils pour s'occuper du stress au niveau du corps. Et le stress au niveau du corps, il va se manifester avant tout dans les réactions corporelles. Or, ce sont des réflexes. Les réflexes de stress, c'est quoi? C'est en fait ce qu'on appelle le réflexe de sursaut. J'adore ce réflexe de sursaut. Le réflexe de sursaut, c'est quoi? Eh bien, tout d'un coup, admettons, la porte claque, il y a un bruit soudain. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sursauter. Pourquoi je vais sursauter? C'est la question. Pourquoi je sursaute?
C'est quoi ce sursaut? Eh bien, c'est tous mes muscles qui se contractent vivement. Pourquoi mes muscles se contractent vivement? Avant que j'ai perçu ou pris une décision. J'ai perçu, c'est-à-dire que avant même que j'ai regardé qu'est-ce qui se passe et de dire, purée, un mec violent est en train de me foncer dessus. Non, avant ça, j'ai sursauté. Et ensuite, je m'oriente vers ce danger et en fonction de ce danger, soit j'attaque, soit je m'enfuis. Et bien ça, c'est parce que j'ai d'abord sursauté, que mes muscles se sont contractés et que je peux tout de suite attaquer ou m'enfuir. Et pour toi qui es dans le monde du sport, c'est très intéressant parce que dans ce cas présent, je n'ai pas besoin de m'échauffer. Je n'ai pas besoin de m'échauffer. Mes muscles, parce que j'ai sursauté, alors mes muscles sont prêts, mes hormones de stress ont tout de suite mis ce qu'il fallait dans les muscles, dans les tendons, dans les ligaments du corps pour que je puisse attaquer ou m'enfuir immédiatement et sans me blesser. Sans me blesser, parce que les hormones réagissent en une fraction de seconde. En revanche, évidemment, dans ton cas, l'échauffement est très important parce que Dieu soit loué, ta vie n'est pas en danger à chaque fois que tu rentres dans la salle de sport. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dois t'échauffer parce que tu n'es pas dans la condition de stress. Alors, le sursaut, c'est ce qui va me préparer finalement à attaquer ou à m'enfuir. Bon, qu'est-ce que je fais de cette information? Je fais de cette information que de nos jours, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui a l'air dangereux qui me fonce dessus avec une lance ou avec une massue ou quoi que ce soit. En général, le stress, ce n'est pas quelque chose de violent dans notre société. Ça peut nous arriver de nous faire agresser, bien sûr. Ça peut nous arriver d'avoir un accident, bien sûr. Et à ce moment-là, on aura des lésions corporelles, émotionnelles, et on va s'en occuper en travaillant avec des médecins, des ostéopathes, et puis on travaille avec des psychologues et tout. Mais en général, le stress dans notre vie de tous les jours, c'est du stress répétitif. C'est du stress qui s'accumule. C'est les délais, c'est les rendez-vous, c'est les collègues, c'est les patrons, c'est les emails incessants, c'est les impôts, c'est la paperasse. Et donc ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas sursauter d'un coup comme ça, mais j'accumule. Le mécanisme de stress, c'est-à-dire les réactions de fuite ou de lutte. Et c'est vrai que certaines fois, j'ai envie, non, c'est fini, je ne fais plus ma déclaration d'impôt, je ne réponds plus au papier, je laisse tout tomber, j'en peux plus. Ou des fois, donc je choisis la fuite, ou des fois, je choisis l'attaque et je deviens agressif et désagréable, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans mon corps, j'accumule les tensions. Et j'adore ça parce que les gens, ils le disent eux-mêmes, il suffit de les écouter. Les gens, quand ils sont stressés, ils disent, je suis tendu. Et nous, on se dit, ah, il est tendu, il faut se détendre. Mais le mot tendu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire mes muscles sont tendus. Et nous, on se dit, c'est un truc dans la tête. Ce n'est pas un truc dans la tête, c'est des nœuds dans le corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le sait très bien, une des meilleures choses pour se détendre, c'est de faire du sport. Et un des sports les plus choisis par les gens, c'est quoi? La course à pied. Et c'est logique. La course à pied, c'est comment je vais brûler ces hormones de stress. C'est la fuite. Alors après, on pourrait choisir la stratégie l'attaque, ce serait plutôt la muscu ou, je ne sais pas, les arts martiaux. Mais les deux sont bons. Ce sont les deux mécanismes qui vont faire brûler ces hormones de stress pour libérer les tensions dans le corps. Et ça peut être les automassages au rouleau, ça peut être faire du sport, bouger, sauter, courir, danser, tout ce qui va aller au niveau du corps, libérer les choses. Alors après, nous, on sait qu'il y a des réflexes spécifiques, réflexes de retrait, réflexes d'attaque, on va parler de réflexes feu vert, réflexes feu rouge, réflexes de trauma, qui sont liés à des réflexes archaïques bien précis, qu'on va pouvoir décrypter, analyser dans le corps de la personne et lui donner les mouvements spécifiques pour là où elle a accumulé les tensions. Or, par exemple, beaucoup de gens, ils ont des tensions, c'est bien connu, dans le cou, mais la plupart du temps, ils ont des tensions dans le cou. Alors, beaucoup de gens, ils ont des tensions dans les cervicales, ils ont des tensions dans les trapèzes. Alors, on se dit, on va masser les trapèzes. Sauf que si on regarde la vue d'ensemble, on voit qu'ils ont des tensions dans les trapèzes parce qu'en fait, leur mollet les tire en arrière, leur corps leur dit, il y a trop de stress dans la vie, j'ai plus envie d'y aller. Ils sont tirés en arrière et pour pas tomber, leur tête fait ça. Et la tête n'est que le symptôme de ces raccourcis en bas. Donc, bien sûr, on va aller s'occuper de en haut, mais il va falloir s'occuper des mollets, par exemple, des ischio-jambiers et de tout ce qui me tire en arrière. Et ça se libérera tout seul une fois que j'ai rééquilibré la posture en partant du bas. Tu vois, c'est super. Franchement, c'est super riche parce que ça, c'est des choses que j'amène. J'amène pas de manière aussi poussée parce qu'encore une fois, je n'avais pas ces compétences-là. Et donc, ça, c'est vraiment top parce qu'en plus, c'est très bien amené en termes de pédagogie parce que c'est très facile d'accès. Et ça, je t'en remercie. On va se rapprocher un peu de la fin parce qu'on avait dit qu'on ne ferait pas non plus trop important à la fois pour ceux qui écoutent et à la fois pour le temps que tu m'accordes. Je vais te poser 2 dernières petites questions qui seront un peu courtes. La première, en fait, c'est très simple. Je vois derrière que tu as énormément de livres. Est-ce que tu peux nous conseiller, que ce soit dans ton domaine ou hors de ton domaine, 2 livres qui, toi, t'ont marqué? 2 livres qui m'ont marqué, moi. moi. Je peux te dire quelque chose. Ma copine m'a dit, je suis persuadé
que ce livre, il l'a lu. Donc, si tu sors le livre dont elle parle et que je te dirais, c'est extraordinaire. Voilà, statistiquement, vu le nombre de livres, ça Ouais. mais tu me diras après si ça. Ouais, Alors, ouais. deux livres qui m'ont marqué, mais ça va sembler un petit peu placement de produit parce que les livres, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué en français, bien sûr, mais je dois dire qu'il y a beaucoup de livres qui me marquent en anglais. Parce qu'aux États-Unis, bon, d'abord, ils sont très, très nombreux et il y a une ouverture d'esprit assez grande sur tout ce qui touche au corps. Bah, le crossfit, ça vient des États-Unis, bien sûr, mais au niveau de l'entraînement, au niveau de plein de choses. C'est vrai que nous, il faut savoir qu'en France, ce n'est pas vraiment une critique parce que je vois les bons côtés, mais en France, on a l'habitude de faire toujours la même chose et on a un esprit assez basé sur une histoire qui est très longue. On est le pays de Descartes, on est le pays de grandes personnalités et de tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'on a du mal avec le changement. Alors, je trouve que en même temps, il y a du bon sens parce qu'en France, on ne balance pas tout à la poubelle pour du nouveau sans arrêt. On a une certaine stabilité, mais on a peur du changement. Ça se voit très fort en pédagogie dans la scolarité, ça se voit dans le monde du sport. Purée, mais moi, je vois des gens dans le monde du sport qui font des trucs qu'on faisait quand j'étais gamin, qu'on sait depuis 30 ans que c'est de la merde et qu'il ne faut pas faire ça. Et on voit encore les gens qui font ça. Je vois encore ma fille et maintenant ma petite fille qui va dans des trucs de sport ou dans des LJC ou avec des gens qui ont un brevet d'état d'éducateur sportif et tout. Je dis purée, mais ils font encore des trucs qu'on sait qui sont périmés, que ça n'apporte rien d'intéressant. Et donc ça, c'est un peu l'inconvénient d'esprit français. On n'aime pas le changement. On aime répéter les erreurs du passé encore et encore, alors qu'on sait qu'il y a quelque chose qui fonctionne mieux et que tout le monde peut l'exprimer. Bref, et que c'est prouvé scientifiquement en plus. Ah bah oui. Voilà. Bref. Donc, j'avoue que j'aime bien lire des ouvrages en anglais. J'ai l'impression en plus d'être en avance sur mon temps parce que c'est 10 ans, entre 5 et 10 ans de décalage pour que ça arrive en France. Tu vois, l'exemple de l'alimentation cétogène. Moi, ça fait déjà pas mal d'années que je me suis intéressé à l'alimentation cétogène avant qu'il existe un site en français sur le sujet ou avant qu'il y ait même un livre en français sur le sujet. Maintenant, Dieu soit loué, il y en a plein en français. Je suis très content. Je me suis intéressé au courant paléo avant que ce soit connu en France. Et aux États-Unis, plus personne parle du courant paléo. Maintenant, c'est pas dépassé, mais bref. Alors, mon livre fétiche, mais c'est un peu placement de produit parce que comme c'est pas placement de produit parce que tu savais pas que j'allais te dire ça. Non, non, mais parce que il n'était pas traduit, c'est L'animal exubérant de Frank Forensich. Et ça, pour toutes les personnes qui sont dans ton cas, qui s'intéressent au coaching, au monde du sport, etc., c'est génial. Ce mec, il a passé toute sa... Aux États-Unis, il est considéré comme un des pères du courant paléo, de l'entraînement fonctionnel, etc. Il a enseigné toute sa vie les arts martiaux, mais il a un diplôme de biologie à la base, et il a vécu en Afrique noire, dans des tribus, pour comprendre quel était le rapport au corps, d'où on venait en tant que chasseur-cueilleur, qu'est-ce que c'est notre fonctionnement naturel, et qu'est-ce qu'on essaye de faire dans la salle de gym. Et c'est lui, le premier, qui a dit il faut sortir du paradigme exercice et aller dans le paradigme mouvement. Les exercices, c'est juste une toute petite chose dans un énorme ensemble de mouvements. Donc, le premier livre que je recommande, et puis en plus c'est très chouette parce que c'est un recueil d'articles, et en fait, chaque article que je lis, à chaque fois que je lis, je dis purée, mais c'est génial. Et ce que tu verras, c'est que toi, tu vas lire, et puis des fois, tu vas dire, bah ouais, je connais ça. Bah ouais, ça, c'est connu. Et puis après, tu vas regarder, et tu vas voir que ce livre, il a été écrit en 2006. Et donc, le mec, il avait déjà une avance monumentale. Plein de choses. Donc, ça, c'est super ça. C'est un peu le livre qui est en lien avec ma philosophie, ma manière de penser, le mouvement, le jeu, la santé, etc. Voilà. Après, tu veux un deuxième bouquin. Oh là là, c'est une colle, hein. Parce qu'il y a plein de bouquins qui m'intéressent. Je dirais le deuxième bouquin, c'est un peu dans cette même idée-là, c'est d'aller lire un livre d'anthropologie ou un livre sur la préhistoire ou un livre qui nous fait comprendre nos racines. Bien sûr, j'aurais pu te donner des bouquins sur le développement du bébé et sur les réflexes archaïques. Évidemment, j'aurais pu te donner un livre sur les réflexes archaïques, c'est ma spécialité. Mais à mes élèves, ils achètent les livres sur les réflexes archaïques et c'est très bien. Mais je dis, il faut avoir toute personne qui s'occupe de la santé humaine, du mouvement, doit réfléchir à d'où on vient. Aujourd'hui, le monde moderne, il est très très récent. Hein. Si on prend la lignée humaine, juste Homo sapiens, je ne parle pas de Homo tout court. Homo sapiens, on sait maintenant 300 000 ans. Enfin, en tout cas, les dernières découvertes, c'est 300 000 ans. Peut-être demain, on découvrira 400 000 ans. 300 000. L'agriculture chez nous, 6 000 ans. Donc, tu vois, pour l'instant, c'est une anecdote, l'agriculture. Le monde sédentaire, c'est une anecdote. 6 000 ans par rapport à 300 000. On ne peut pas se le représenter. Parce que nous, notre vie, c'est 80 ans. Donc, évidemment, avec une espérance de vie de 80 ans, on peut pas.
se représenter 6 000 ans, on ne peut pas se représenter 300 000 ans. Mais on a vécu très bien pendant 300 000 ans. Forcément qu'on a vécu très bien pendant 300 000 ans, puisque sinon on ne serait pas là. On est tous des enfants de gens qui ont vécu pendant des centaines de milliers d'années dans un environnement qui était la nature. Donc je dirais, ça c'est le rayon. Tu me fais peur, peur, Paul, parce que le livre dont je te parle, fait exactement parler de ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors j'en ai plein. Alors je ne sais pas lequel ta copine. Cite-en un, toi. Quoi? Cite-moi-en un. Ah bah, oh là là. Ça dépend parce que c'est là, pour les gens qui débutent, tu vois, pour les gens qui débutent vraiment dans la notion de la préhistoire et les pauvres gens qui sont allés à l'école, parce que quand on est allé à l'école, même si tu es plus jeune que moi, ce que tu as appris, c'était déjà des trucs qui étaient dépassés depuis longtemps d'un point de vue de la préhistoire. Et donc, pour débuter, pour les gens dans ce sujet, je dirais 33 idées reçues sur la préhistoire. C'est bon. Voilà. Je suis rassuré, j'ai gagné un restaurant. Pourquoi? C'est le livre? Non. Non, c'est pas celui-ci. Ah, tant mieux, tant mieux. Tu as gagné un restaurant, ah oui, mais ça, c'est pas sûr. Mais j'aurais pu en. Celui-là, il est bien parce que vraiment n'importe qui peut le lire. Est-ce que tu as lu le livre Homo sapiens de Yuval Noah Harari? Pas du tout, du tout, du tout. J'aurais pas dit ce livre. Parce que justement, il y a une démarche intéressante dans ce livre, mais il y a toute. En fait, je vais dire les choses autrement. C'est peut-être un peu choquant ce que je vais dire. Quand je vois qu'un livre sort et que tout le monde loue ce livre, et que tous les journalistes, tous les politiques, tout le monde dit c'est génial, c'est génial, c'est génial, je me dis tiens, ça vaut la peine d'être lu pour comprendre. Je vais donner un autre exemple un peu ardu. Quand quelqu'un comme Nicolas Hulot sort des grandes banalités, des grandes généralités, tu peux être sûr que, et c'est pas une critique, Nicolas Hulot, il est très bien, il dit ce qu'il a à dire, mais tout le monde va dire ah oui, et on va en parler dans tous les médias, et les journalistes aussi, et les politiciens aussi. Pourquoi? Parce que ça ne change pas notre manière de faire. C'est des grandes banalités. Tout le monde dit ah oui, c'est bien ce qu'il dit, il faut changer de monde. Ah, mais en fait, concrètement, quoi? Concrètement, que dalle. Et concrètement, tu fermes ton robinet d'eau quand tu brosses les dents. Ça ne remet pas en cause notre monde et notre société. Après, j'ai bien aimé le livre Homo sapiens, c'est parce que pour des gens qui ont, on va dire, un peu cette clairvoyance de sortir un peu du moule, ben, ils peuvent avoir de manière un peu prémâchée l'évolution qu'il y a pu avoir et après aller chercher un peu plus loin dans, en gros, dans ce qui nous a intéressés par rapport à ça. Ça, je dirais, c'est la chose la plus intéressante de ce bouquin, c'est de voir d'où on vient et de refaire un récapitulatif de plein de choses. En revanche, je ne partage pas certaines de ces analyses et je ne partage pas certaines de ces visions futuristes sur l'homme augmenté, etc. Ce n'est pas du tout mon paradigme. Oui, je n'ai pas lu le deuxième encore. Inspirons-nous du passé pour être un peu plus, justement, d'avoir les pieds sur terre et de reculer un petit peu parce qu'on fonce dans le mur au lieu de dire allons-y, utilisons la technologie, c'est elle qui va nous sauver. Ce n'est pas mon approche. Oui, c'est sûr. Voilà, après, c'est un autre débat. Ah, mais complètement, c'est sûr. De ça. Mais elle a perdu. Et je te pose ma dernière question et après, je te laisse sur ça. Je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu en fais? Oh, purée! Alors, ça ne va pas plaire, hein, ça va pas, je te préviens, ça ne va pas plaire. Oh là 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 là. Faut pas réfléchir, c'est inconscient. Si, une baguette magique, qu'est-ce que je fais? Je fais disparaître tout le système autoroutier et toutes les bagnoles de la planète. Ça va nous faire marcher un peu plus, soulever des trucs, renouer avec la nature. Je fais disparaître tout le système autoroutier et toutes les voitures de cette planète immédiatement. Super, voilà. Parfait. Très bien. Allez, si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais dit je fais disparaître tout le pétrole de cette planète immédiatement. Tout ce qui touche au pétrole. Super. Donc, c'est les voitures, le plastique, toute notre technologie basée sur le pétrole. D'accord. Super. Eh ben, Paul, tu vas me faire tuer, tu vas te faire lâcher, tu vas avoir des pouces vers le bas. Pas du tout, tu verras, bien au contraire, ça va faire un carton. Eh bien, je me permets encore une fois de te remercier parce que voilà, les gens ne s'en rendent pas compte, mais je vais pas vous cacher. J'ai contacté Paul. Le lendemain, on échangeait parce qu'il m'a tout de suite dit bah, c'est avec plaisir. Et 3 jours après, on fait le podcast et il est encore là. Donc un grand merci à toi. Je donnerai sur les liens du podcast ton site et tes sites internet. Il y a une super page YouTube, Le Plaisir d'apprendre.
je vous conseille à aller aimer la page et regarder les vidéos parce que c'est extraordinaire. Et ensuite, après, toutes les formations que tu proposes, parce que, encore une fois, je sais que tu ne te mettras pas forcément en avant, mais moi, je le ferai. Donc, un énorme merci, Paul, de ta présence. Voilà. Merci à toi, ça me fait très plaisir. Et puis, ça fait quelques années que je travaille plus avec des gens qui sont dans le coaching, l'entraînement et tout, et je trouve ça génial. Et je vais te dire pourquoi je trouve ça génial, parce que ça clôturera la première question que tu m'as posée sur la santé, parce que c'est des gens, quand je vais travailler avec eux, ils ne vont pas me dire « ouais, peut-être, je me sens mieux, j'ai plus mal et tout ». Et les gens qui s'intéressent à la performance sportive, ils me disent « ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est pas bien ». Et on cherche ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir un résultat. Et moi, ça m'intéresse d'aller ensemble dans une même direction plutôt que de chercher à dire « ah, j'ai des problèmes qui m'empêchent de occupe-toi de mes problèmes ». Non, ce qui m'intéresse, c'est chaque être humain a un énorme potentiel, mais finalement, qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Et c'est vrai que le sport est intéressant parce que dans notre monde moderne, on n'arrive pas à intégrer notre corps, il n'a pas sa place. Et donc d'avoir des objectifs en termes de qu'est-ce que je veux faire de ce corps que j'ai, et c'est aussi qu'est-ce que je veux faire de mon esprit, quelles sont mes motivations. Ça, c'est génial et ça nous permet d'avancer et c'est ça qui nous fait aller bien, nous les humains. Donc, merci une fois de m'avoir fait confiance. Et puis, c'est sûr. Plaisir, hein. Et on se reverra très bientôt. On en a discuté, ça c'est certain. Super. Merci Paul. Merci beaucoup. Au revoir.